bonjour à tous, bienvenue pour cette dernière thématique de webinaire qui vient clôturer ce cycle d'université d'été. On espère donc que nos experts auront pu vous éclairer toute cette semaine sur les enjeux clés de l'agriculture et de l'alimentation. Là, donc du coup, les webinaires seront disponibles en replay à partir du 11 septembre. Donc si vous les avez ratés, pas de panique, sur notre chaîne AgroSolutions sur YouTube. Pour cette dernière thématique, on va aborder les impacts et les voies d'adaptation pour l'agriculture et l'alimentation. Tout au long de l'intervention de nos deux experts, n'hésitez pas à poser des questions directement dans la partie conversation. Et voilà, on gardera un petit peu de temps en fin de webinaire pour y répondre. Voilà, donc j'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir autour de la visio Morgane et Bruno, qui sont spécialistes de ces sujets climat, transition climatique chez AgroSolutions. Et je crois que j'ai rien oublié, donc je vous laisse la parole, Morgane et Bruno. Merci Ludivine pour l'introduction. Effectivement, on va aujourd'hui vous parler avec Bruno d'adaptation du secteur agricole au changement climatique. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, on va juste représenter rapidement AgroSolutions. Donc AgroSolutions, on est un cabinet de conseil en agro-environnement. On est une filiale du groupe InVivo, qui est une union de coopératives agricoles. AgroSolutions, on est 48 collaborateurs. Répartis sur 6 bureaux en France. On est majoritairement des ingénieurs agronomes, donc on a un ADN fort sur l'agronomie, puisque depuis 1975, on accompagne les coopératives agricoles dans la mutualisation en fait de leur expérimentation et de leur essai agronomique et l'analyse des performances agronomiques et environnementales. Depuis un certain temps, voilà, on a développé notre expertise agronomique avec des expertises environnementales sur un ensemble de compétences et notamment aussi sur le sujet du climat. Donc, tu peux passer à la slide suivante, Bruno. Sur le sujet du climat, notre caractéristique chez AgroSolutions, c'est que on est impliqué dans un certain nombre de projets de recherche, de projets de R&D, à la fois, par exemple, sur les sujets carbone. Donc, on était impliqué dans un projet Carbon Think financé par l'Europe et la région Grand Est pour faire la démonstration en fait, du modèle de transition bas carbone et du modèle de rémunération économique basé sur le carbone sur un échantillon de 100 fermes en région Grand Est. Et puis, on est impliqué depuis la rentrée là dans un projet européen qui s'appelle Marvic, qui pour contribuer en fait à définir les nouvelles règles de calcul du carbone agricole dans les sols, donc avec un ensemble d'instituts et de partenaires scientifiques. Donc voilà, notre spécificité, c'est qu'à la fois pour le sujet du carbone, mais également pour le sujet de la biodiversité, de la qualité de l'eau, également sur les sols, on est impliqué dans un certain nombre de projets de recherche dans lesquels on va aller voilà, piocher les différentes les dernières avancées de la recherche pour les partager à nos clients dans les projets et dans l'accompagnement de nos clients. Donc évidemment, on s'appuie sur des collaborations aussi avec les instituts publics et puis sur tous les grands standards qui font référence, notamment sur le sujet du carbone, il y en a un certain nombre, mais par exemple voilà, sur le label bas carbone dans lequel on est impliqué. Donc, AgroSolutions, on est globalement, voilà, on va travailler sur un ensemble de thématiques. Tu peux passer à la slide suivante, Bruno. Un ensemble de thématiques. Donc, on a parlé d'agronomie, de climat, de biodiversité. On va mettre aussi là-dedans de l'économie, des données économiques, voilà, pour avoir une approche vraiment la plus holistique possible de la transition du secteur agricole. Et puis, on a des approches qui vont être, voilà, proposées à des acteurs de l'amont agricole, des industriels agroalimentaires, mais également des acteurs des territoires comme les collectivités publiques, territoriales, mais les acteurs aussi de l'eau et de l'énergie. Donc voilà, très rapidement, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet de comment maintenant enfin voilà, on le sait tous, le changement climatique, ça va
et ça impacte déjà durablement le secteur agricole. Comment s'adapter, comment faire évoluer les systèmes. Je vais laisser du coup la parole à Bruno pour brosser un petit peu ce sujet. Merci Morgane pour l'introduction. Donc on va aborder cette thématique de l'adaptation au changement climatique. Donc tout d'abord, bon, quand on parle de changement climatique, il faut un peu le définir. Le changement climatique, c'est un phénomène naturel qui a été observé à différentes périodes de l'histoire, mais en fait on observe depuis le début de l'ère industrielle un changement climatique qui est exceptionnel pour deux raisons. La première raison déjà, c'est sa rapidité d'évolution. En 200 ans, on a quasiment 1 à 1,5 degré d'élévation de la température moyenne du globe. Et puis son origine, c'est une origine anthropique qui est liée au développement des activités humaines, principalement à la consommation d'énergie fossile, qui, en fait, en rejetant du CO2, augmente le forçage radiatif de la Terre, c'est-à-dire la différence entre la quantité d'énergie entrante et sortante sur Terre. Donc, le graphique qu'on voit là, c'est l'évolution du climat et ses origines depuis la fin de l'ère industrielle avec la contribution anthropique et la contribution naturelle. Et on voit qu'il y a eu une élévation, on part d'un niveau zéro qui est la température moyenne de l'ère pré-industrielle à l'élévation actuelle. Le graphique de droite, en fait, montre plutôt des projections. Donc, c'est un travail qui est réalisé par le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Et il nous présente en fait des projections de l'évolution du climat selon ce qu'il appelle des SSP, donc Shared Socio-Economical Pathway, qui sont en fait des narratifs traduits en ensemble d'hypothèses socio-économiques. Donc, ça décrit en fait des évolutions alternatives du climat en l'absence en présence ou absence de politique climatique plus ou moins forte. Donc, on voit que par exemple le SSP 1-1.9, c'est plutôt un scénario optimiste sur l'évolution du climat, et le SSP 5-8.5, c'est un scénario qui vise à une augmentation à 4 ou voire plus de 4 degrés. Concrètement, qu'est-ce que ça implique en fait une élévation de 4 degrés? C'est quelque chose qui est parfois un peu dur à se représenter parce qu'on parle de température moyenne. Une élévation de température de 4 degrés, c'est un bouleversement des paysages. Le monde qu'on connaît, en fait, il est plus le même. Donc, ce qu'on voit à gauche, c'est une carte de l'Europe à l'époque d'une période géologique qu'on appelle le Pléistocène supérieur, qui était entre moins 155 000 et moins 11 700. C'est une période contemporaine à l'Homo sapiens, donc notre espèce. Donc, et le paysage européen était très distinct. En gros, il n'y avait pas de manche. Vous pouvez aller à pied de l'Irlande au Danemark. Il y avait des glaciers assez importants dans le nord de l'Europe, donc de l'Écosse à Berlin et toute la Scandinavie en fait était recouverte par des glaciers de plus d'une centaine voire de milliers de mètres d'altitude. Et puis le niveau de la mer était beaucoup plus bas, tout le fait qu'on voit beaucoup plus de terres émerger, donc on était 120 mètres plus bas. D'un point de vue paysager, en fait l'Europe du Sud c'était des steppes et des conifères. Le sud-ouest de la France des steppes et le nord de la France de la toundra. À droite, on voit le paysage actuel. Donc, en fait, entre moins 11 700 et l'ère pré-industrielle, on est passé à une autre ère géologique qui s'appelle l'Holocène et qui est caractérisée par sa stabilité. Et c'est cette stabilité qui a permis en fait la colonisation de l'Europe par l'Homo sapiens, le développement de l'agriculture. Et en fait, ce changement de climat, donc qui correspond à une élévation de 4 degrés, a totalement bouleversé en fait les écosystèmes. Et actuellement, par exemple, quand on regarde la localisation des steppes ou de la toundra, elle se trouve plus au nord de Paris, mais plutôt au niveau du cercle polaire arctique. Et puis voilà, toutes les terres qui étaient émergées, elles ont été immergées depuis. Donc entre ces deux images, en fait, on voit 4 degrés de différence sur une période qui était relativement longue. Et il est probable qu'on ait une même différence de température avant la fin du siècle. Donc concrètement, qu'est-ce que ça va impacter comment ça va impacter nos climats? Alors pour illustrer ça, on va prendre un exemple dans notre pays, la France. On va prendre l'exemple d'un département qu'on connaît bien chez Agro-Solutions, qui est la Marne, vu que c'est là où on a nos bureaux principaux. Alors là, on représente un peu le climat de la Marne. Alors c'est des données
données annuelles, donc on ne peut pas forcément décrire avec finesse, mais ça permet d'avoir une bonne image quand même du climat. À droite, on a l'échelle des températures moyennes annuelles. À gauche, on a les précipitations. La barre bleue, c'est les précipitations moyennes annuelles. Et le point jaune, les températures moyennes annuelles. La Marne, elle bénéficie d'un climat particulier. C'est une température moyenne autour de 10 degrés et environ 600 mm de précipitations. Ce qu'on appelle un climat océanique dégradé, avec des hivers froids, un été doux, une pluviométrie fréquente. On est autour de 50 mm par mois. En fait, c'est ces conditions climatiques qui permettent aussi la production de nombreuses productions végétales, comme le blé, le colza, les betteraves, mais aussi dans les coteaux, les vignes avec les vins de Champagne. En 2100, suivant certains scénarios, en fait, on prévoit un climat différent. En fait. La température moyenne, elle pourrait augmenter de plus de 4 degrés, et les précipitations passer d'un peu plus de 600 mm à 700 mm. Donc, pour avoir une idée des paysages, ou du moins de comment vivre dans la Marne en 2100, on peut comparer avec des climats déjà similaires en France. Pour, par exemple, citer la Gironde. En Gironde, on a des températures moyennes à peu près équivalentes à la Marne de 2100. Par contre, c'est un climat océanique, donc on a des précipitations beaucoup plus importantes. Néanmoins, on peut un peu sentir avec la température le différentiel. Si on prend un autre département comme l'Hérault, on a un climat donc, qui est caractérisé par un climat méditerranéen qui a une quantité de précipitations annuelles à peu près équivalente à la Marne actuellement, mais quand même plus inférieure à la Marne en 2100, et une température plus élevée que la Marne en 2100. Donc on peut à peu près estimer que le climat dans la Marne en 2100, selon ce scénario-là, serait entre un climat entre celui de Montpellier et celui de Bordeaux. Concrètement, qu'est-ce que ça va avoir comme impact en détail le changement climatique? C'est qu'il va avoir une augmentation des températures, une légère hausse des cumuls des précipitations, mais des plus forts contrastes saisonniers, alors que justement c'est la régularité des précipitations qui est aussi une des caractéristiques climatiques de la Marne, un assèchement des sols plus marqué, une diminution progressive du nombre de jours de gel et en fait une augmentation des événements climatiques extrêmes. On se retrouvera avec des événements comme des précipitations très intenses ou très absentes dans le futur. La probabilité va augmenter. Qu'est-ce que ça a fait comme impact, ce genre d'événement, sur l'agriculture? Donc en fait, on peut se baser sur des choses passées. Ici, on va vous présenter une culture emblématique de la Marne, qui est le blé tendre. Donc là, le graphique que vous voyez, c'est une représentation du rendement moyen dans la Marne sur 20 ans. En jaune, c'est les rendements moyens annuels. Et en fait, en bleu, c'est ce qu'on appelle la moyenne olympique. C'est une moyenne des rendements à laquelle on a enlevé les extrémums afin d'avoir une idée des rendements hors accident ou opportunités climatiques ou autres. Donc on estime la moyenne en blé tendre dans la Marne autour de 85 quintaux. Donc tous les rendements qui sont en dessous de la barre bleue sont des rendements inférieurs à la moyenne et tous les rendements au-dessus sont supérieurs. On s'intéresse à ça parce qu'en fait la météo c'est un des facteurs explicatifs des rendements, notamment pour 2 années où des rendements étaient particulièrement bas, 2003 et 2016. Donc bon, 2003 c'est une année qui reste dans les annales pour beaucoup de personnes, parce que c'est une année qui a été caractérisée par sa canicule, qui a été aussi mortelle pour beaucoup de personnes. Et c'est précisément un événement climatique de la même nature qui a impacté la production de blé. Donc c'est une conjoncture en fait d'un cumul de précipitations très important et un important déficit, un cumul de températures important et un important déficit de précipitations annuelles. Donc ce stress hydrique en fait a impacté les rendements de blé. Mais en fait, il n'y a pas que ce type d'événement climatique qui peut impacter. Typiquement, 2016 a été une année où l'impact a été très très fort et c'est d'autres aléas. C'est plutôt en fait une quantité importante de précipitations au printemps, couverture nuageuse importante au moment de l'épiaison du blé et des températures aussi relativement basses qui ont impacté la production. Donc ça a impacté la production en termes de quantité, et là c'est pas forcément mentionné, mais aussi en termes de qualité. Et un autre point important en 2016, c'est que la France a plutôt été isolée dans ce cas-là par rapport aux autres pays producteurs de l'hémisphère nord,
qui fait que de leur côté, la campagne a été avec beaucoup de quantité et de qualité, des rendements élevés et une qualité de grain plutôt élevée, ce qui a fait baisser les cours, ce qui a aggravé en fait cet aléa aussi auprès des exploitations qui étaient déjà impactées. Ici, on parle que de l'impact physiologique dans ce qu'on montre, mais en fait, il y a d'autres impacts qui peuvent être considérés dans la production agricole, comme la pression phytosanitaire ou l'impact sur l'itinéraire technique. Si on prend l'année 2021, qui n'est pas encore dans les statistiques d'Agreste, on sait qu'en Champagne, d'un point de vue sur les vignes de Champagne, c'est la pire année en termes de rendement depuis 35 ans. En fait, en raison des précipitations importantes qui ont eu lieu après la deuxième quinzaine de juillet. Et d'un point de vue itinéraire technique, c'était le moment de la moisson. Il était donc compliqué pour certains agriculteurs de pénétrer dans leurs champs avec les moissonneuses batteuses sous la pluie. Donc on voit on peut voir qu'il y a différents impacts, que ça peut être plus ou moins grave, et qu'il y a Du coup, la question maintenant est de savoir quelle solution mettre en œuvre face au changement climatique. Donc en fait, il y a 2 types de solutions qui peuvent être mises en œuvre, 2 voies d'action, l'atténuation et l'adaptation. L'atténuation, donc c'est ce qui a été présenté dans les webinaires précédents sur agir sur les causes du changement climatique. Les causes du changement climatique, principalement en fait les émissions de gaz à effet de serre. On peut aussi un peu parler du stockage, mais le but est d'éviter l'ingérable, donc d'éviter que les pires scénarios émergent. En fait, l'adaptation, quant à elle, en fait, agit sur les impacts du changement climatique afin de gérer l'inévitable. On sait qu'un certain nombre d'impacts potentiels vont avoir lieu à une certaine temporalité. On va essayer de faire en sorte de les contrer. Pour cela, il y a différentes méthodes. Donc, il y a des voies d'action qui sont purement de l'atténuation, typiquement l'éco-conduite. Des voies d'action qui sont plutôt de l'adaptation, l'irrigation. Et en fait, il y a aussi des voies mixtes qui sont par exemple l'agriculture de conservation, l'agroforesterie, ou peut même être cité en fait l'agrivoltaïsme dans la mesure où elle permet de substituer de la production d'énergie fossile et elle permet de protéger aussi contre les aléas. C'est d'ailleurs les conditions d'acceptation de projets, l'adaptation au changement climatique ou la protection des aléas. Là, on voit que ces différentes mesures qui sont plutôt proposées aux champs, elles ont différents degrés aussi de disruption. C'est plus facile de mettre en place on va dire, de l'irrigation quand on a les moyens que de mettre en place de l'agriculture de conservation. Il y a une complexité inférieure. Mais en fait, on peut aussi aborder la question de l'adaptation d'un point de vue des filières. D'ailleurs, l'adaptation, donc là, on l'a présenté principalement comme des risques, mais c'est aussi des opportunités. Donc, dans le graphique qu'on voit, dans les articles qu'on voit ici, on voit qu'il y a des gens qui tentent d'innover dans les termes de production en mettant, par exemple, des agrumes dans l'ouest de la France. Et on sait aussi en fait il y a des opportunités parce qu'en fait il y a des pays qui vont devoir réduire leur production où des productions sont plus possibles et à contrario en France on aura aussi de nouvelles productions possibles dans nos nouveaux territoires, typiquement de la vigne en Normandie ou en Bretagne. Cependant, mettre en place ce genre de mesures, ça prend du temps. Structurer des filières, préparer des territoires à ça prend du temps et c'est des choses qu'il faut commencer le plus tôt possible pour que ce soit adapté au moment où le climat aura évolué beaucoup plus. Voilà, maintenant on va vous présenter l'approche d'AgroSolutions vis-à-vis de l'adaptation au changement climatique. Merci Bruno. Oui, donc Bruno, vous avez fait une petite, effectivement, teasing de l'impact du changement climatique sur les systèmes agricoles, sur l'alimentation et sur les mesures d'adaptation. On voit que ce qui est compliqué, c'est vraiment pouvoir spatialiser et vraiment spécifier à l'échelle de chaque territoire, de chaque filière, les mesures d'adaptation qui vont être mises en place. Parce que, évidemment, chaque territoire et chaque filière agricole sont uniques. Ils ont des cultures propres qui sont pas sensibles aux mêmes aléas climatiques, qui du coup vont pas avoir les mêmes besoins d'évolution pour s'adapter. Et donc, en fait, ça nécessite cette approche et cette adaptation d'avoir une analyse assez fine des territoires
et de bien cibler et de comprendre la vulnérabilité des filières, des territoires, pour ensuite définir comment on va les adapter. Donc, c'est donc un peu l'approche effectivement qu'on propose justement pour accompagner les filières et les territoires dans cette adaptation, une approche en 3 temps, avec le premier temps qui est dédié vraiment à un diagnostic de la vulnérabilité des filières et des territoires aux risques climatiques. Donc on va vous présenter un petit peu l'approche détaillée. L'idée, c'est vraiment voilà, de venir faire du spécifique, puisque des aléas climatiques, ils vont être très nombreux, très variés. On va avoir potentiellement des canicules, mais aussi des précipitations qui vont bouger dans leur répartition au sein des campagnes climatiques. On va avoir des événements extrêmes qui vont être plus fréquents, des températures qui vont aussi évoluer à la hausse de façon globale, donc des campagnes et des cycles culturaux qui vont évoluer, se raccourcir, être plus sensibles à certaines phases. Donc voilà, tout ça, ça mérite vraiment un diagnostic, une expertise agronomique et puis un diagnostic voilà, spatialisé du sujet. Donc on va rentrer un petit peu dans le détail de cette première phase et puis après on vous présentera effectivement aussi la deuxième phase de comment on définit les enjeux d'adaptation. Ensuite, suite au diagnostic de vulnérabilité, puis comment on accompagne à la construction de plans d'action opérationnels. Donc ouais, Bruno, je te repasse la main pour détailler un petit peu cette première partie sur le diagnostic de vulnérabilité. Merci Morgane. Alors en fait, déjà pour définir la vulnérabilité, en fait, on a une approche qui est l'approche du risque. Le GIEC, en gros, il définit dans son 6e rapport, il définit le risque comme la conjoncture de l'aléa, donc ce qui est écrit hazard ici, exposure, donc l'exposition, vulnerabilities, la vulnérabilité, et response, les réponses mises en place. Donc pour cela, en fait, d'abord, on définit l'exposition du territoire ou de la filière aux aléas climatiques futurs. Donc on mobilise en fait des données climatiques issues de différents modèles et aussi issues de différents scénarios, ce qui permet d'avoir une gamme prospective, on va dire. Donc comme le schéma qu'on voit en dessous, qui compare en fait les modèles qui réchauffent plus ou moins ou qui prédisent plus ou moins l'évolution importante de précipitations ou en négatif. Ensuite, grâce à ces données climatiques, en fait, on peut calculer ce qu'on appelle les indicateurs agroclimatiques, donc qu'on adapte aux productions de manière pertinente. Typiquement, on connaît le nombre de degrés jour pour la levée du maïs. Donc, à partir de ça, à partir de l'évolution du climat, on pourra aussi savoir les dates de levée. En complément de ça, on mobilise aussi d'autres indicateurs complémentaires, on va dire, qui nous permettent de mieux comprendre l'emprise spatiale des événements, des aléas climatiques. Typiquement, là, c'est un outil qu'on a utilisé pour voir donc entre Nantes et Saintes, globalement, sur la côte ouest, les risques de submersion avec une élévation de 2 mètres du niveau de la mer. Donc, c'est un scénario où où il y aurait une fonte importante des glaciers dans l'Antarctique. Une fois qu'on a défini ces expositions, on s'intéresse en fait à la sensibilité des filières ou des territoires et leur capacité d'adaptation. Donc pour cela, en fait, on regarde les impacts passés des aléas climatiques. Par exemple, l'historique de rendement est une bonne illustration. On peut savoir aussi quel type d'impact, quel type d'aléa observé et quel impact il aura. On évalue ensuite la vulnérabilité de la filière ou du territoire à cet impact, donc on est capable de savoir s'il y a une gravité importante, typiquement une perte de rendement, dans cet exemple-là, une perte de rendement importante, une étendue aussi, donc dans un territoire comme la Marne, qui cultive beaucoup de blé, ça touche beaucoup plus de personnes, et l'impact économique aussi, le degré de dépendance de nombre de personnes interdépendantes à ce type de production. Ensuite, on caractérise les mesures d'adaptation déjà existantes et des possibilités d'adaptation à court terme. Donc, une fois qu'on a caractérisé cette sensibilité et les capacités d'adaptation, en fait, on les croise avec l'exposition afin de cartographier un niveau de risque. Donc, en fait, ça nous permet de cartographier des risques climatiques par filière ou par bassin de production, mais aussi des opportunités de nouveaux types de production, comme on l'a cité un peu plus tôt.
Et avec ces risques climatiques, on peut aussi croiser d'autres types de risques ou opportunités, que ce soit de l'ordre de l'économique, social ou réglementaire. Donc, oui. Effectivement, du coup, là, l'idée, c'est, comme l'a montré Bruno, d'aboutir à un diagnostic de vulnérabilité de la filière du territoire, et puis de le cartographier autant que possible, et puis de le quantifier, c'est-à-dire vraiment de pouvoir hiérarchiser les risques les uns par rapport aux autres, pour prioriser ensuite les plans d'action, parce qu'effectivement, s'adapter, ça a un coût, ça demande des moyens humains, donc il va falloir vraiment prioriser les actions à mettre en œuvre. Donc là, vraiment l'idée, c'est de pouvoir voilà, faire sur ces axes les niveaux de risque les plus importants. Et ensuite, on va vouloir définir dans une deuxième étape, du coup, les enjeux d'adaptation pour construire cette stratégie d'adaptation. Donc, on va, voilà, pour les risques prioritaires, regarder l'ensemble des leviers d'adaptation qui existent. Donc, comme Bruno l'a montré tout à l'heure, on peut avoir des leviers d'adaptation qui sont de l'ordre de l'adaptation de la pratique. On ne va pas venir modifier l'ensemble du système. Et puis, on a des leviers d'adaptation plus importants qui vont là peut-être bouleverser de façon plus importante les systèmes et nécessiter une reconception des systèmes agricoles. Donc, on va essayer de travailler au recensement de l'ensemble de ces leviers et ensuite les caractériser pour évaluer à la fois leurs coûts, leur faisabilité, leur impact potentiel sur le côté social, économique, pour vraiment avoir une vision la plus holistique possible de la mise en œuvre de ces leviers et de leur impact. Et donc, on va pouvoir les classer, les visualiser au sein d'une matrice de matérialité pour ensuite pouvoir accompagner du coup les différentes filières et territoires à la sélection des leviers les plus efficaces, les plus pertinents et qui peuvent être mis en œuvre le plus rapidement possible. Donc, également, on va, pour recenser ces leviers d'adaptation, on va se nourrir un petit peu, alors, je veux bien juste que tu reviennes. Ouais, on va se nourrir d'éléments, notamment issus de notre écosystème proche, notamment la plateforme Openfield au sein d'Invivo de Bioline va tester des systèmes de production avec voilà, reconcevoir des rotations et évaluer l'impact de ces nouveaux systèmes sur les rendements, la marge des agriculteurs et un ensemble d'enjeux environnementaux. Et ça va pouvoir nous nourrir sur voilà, comment les systèmes, quels systèmes vont être les plus résilients possibles au changement climatique. Donc, une fois qu'on a accompagné voilà, et qu'on a sélectionné ces enjeux pour construire la stratégie d'adaptation, on va pouvoir accompagner les filières, les territoires dans la construction de plans d'action opérationnels qui soient concertés. Et donc là, on fait appel un petit peu à nos équipes qui sont formées à la concertation pour embarquer le plus largement possible. Et on fait également appel à notre expérience dans l'accompagnement stratégique de filières et de territoires pour accompagner la construction de plans d'action qui soient pragmatiques, efficaces et sur l'ensemble des enjeux et des objectifs. Donc voilà pour une petite vision de notre approche pour justement accompagner les filières, les territoires à cette adaptation au changement climatique. S'il y a des questions pour la suite, eh bien, du coup, on va pouvoir prendre un petit temps pour y répondre. Alors, serait-il possible d'avoir une définition de matrice de matérialité? En fait, ce qu'on a appelé matrice de matérialité ici, c'est vraiment un croisement de l'ensemble, pour chaque levier d'adaptation, comment il va impacter à la fois le coût et avoir des impacts aussi sur des enjeux techniques, sociétaux, sociaux.
Et donc, voilà, avoir une vision un petit peu globale de chaque levier. En fait, c'est éviter la maladaptation et anticiper les éventuels écueils aussi de certains leviers d'adaptation. Et donc, pouvoir anticiper au maximum voilà, les impacts des leviers d'adaptation et faire en sorte que ce soit au maximum des leviers qui contribuent à un meilleur équilibre et une meilleure résilience des systèmes. Pouvez-vous donner des exemples de voies d'adaptation? Est-ce que, Bruno, tu veux peut-être un peu revenir ou détailler ta... Ouais, en fait, il y a plusieurs types de voies d'adaptation qui dépendent aussi on va dire, bon, de l'échelle à laquelle on se situe et des scénarios aussi dans lesquels on se positionne. Mais en fait, ça peut aller de mettre en place des systèmes, typiquement à certains endroits qui sont pas trop de restrictions en eau, de mettre de l'agroforesterie. Ça peut permettre d'éviter des échaudages, des choses comme ça pour la culture de blé. Mais après, il faut voir s'il n'y a pas de concurrence en eau. Mais et ça va de ça, donc ça peut aussi être juste de prendre des variétés plus résistantes au stress hydrique, donc vraiment des degrés où on substitue les variétés à des espèces. Typiquement, la substitution du maïs par le sorgho, c'est des choses qui commencent à apparaître aussi. Et ça peut aller à la reconception de systèmes, voire déplacement aussi de systèmes de production. Donc, comme on l'a cité, il y a des nouvelles cultures qui vont émerger en France et qui devraient émerger en France, car elles sont plus adaptées. On pense à l'arachide, à la vigne aussi, voire aux oliviers, qui risquent aussi de remonter un peu plus au nord. Donc ça se joue à différents niveaux, et après c'est aussi suivant les objectifs en fait, de l'acteur qu'on observe. Une industrie agroalimentaire n'a pas forcément les mêmes objectifs in fine d'adaptation au changement climatique qu'un territoire ou qu'un agriculteur seul ou qu'une coopérative. Merci Bruno pour cette réponse. Je passe à la question suivante. Sur quelle base construisez-vous les indicateurs agroclimatiques que vous utilisez? Du coup, je peux commencer la réponse et puis tu pourras compléter, Bruno. Mais voilà, globalement, on s'appuie sur notre expertise agronomique et sur des modèles agronomiques existants qui permettent de savoir à partir de quel palier les cultures sont sensibles. Voilà, par exemple, on sait que le blé au mois de juin va être sensible à un certain nombre de jours supérieurs à 25 degrés et que c'est à partir de ce palier-là qu'on peut avoir un risque pour le remplissage des grains. Enfin voilà, on s'appuie sur voilà, l'expertise agronomique des équipes et des modèles et de la littérature existante pour construire en fait voilà, ces indicateurs qui soient adaptés aux productions qu'on va travailler. Je pense que j'ai pas grand-chose à rajouter du coup, mais mis à part peut-être le fait que les modèles aussi ont une valeur. Les modèles servent aussi à créer du débat, ça sert aussi à créer de la discussion, et ça, à la fois dans leur conception d'un point de vue scientifique, mais aussi dans leurs résultats pour les choix. Donc, faut pas, je pense que il faut pas se dire que ils sont fiables à 100% dans le sens où il peut y avoir quelques écarts entre la réalité et le modèle, mais ça permet du moins d'avoir des ordres de grandeur. Je pense que c'est aussi ça qui est suivant les modèles qu'on utilise et aussi de les adapter ensuite à ce qui se passe sur le terrain, en finesse, on va dire. Voilà. La question suivante demande: traitez-vous de l'adaptation au risque de transition avec les acteurs agricoles, notamment raréfaction des ressources fossiles minérales, risques sociaux, politiques? Effectivement, en tout cas, l'idée, c'est si je comprends bien la question, éviter la maladaptation et donc pouvoir bien cibler dans les leviers d'adaptation qu'on va travailler quels sont leurs impacts potentiels. Effectivement, est-ce qu'ils vont, si c'est développer, déployer l'irrigation pour maintenir
la production d'une certaine culture, et qu'on doit faire appel à plus de mobilisation d'énergie. Voilà, effectivement, ça peut être un risque. Et les risques sociaux, politiques vont être aussi traités. C'est vrai qu'on l'indique, en tout cas dans les leviers d'adaptation. Évidemment qu'il va falloir traiter de questions sociales et économiques, puisque pour des agriculteurs, changer d'une production à une autre, substituer une culture par une autre ou reconcevoir ces systèmes de production, voilà, ça se fait pas en claquant des doigts. Après, il faut qu'il y ait une réalité économique qui colle aussi. Voilà, il faut que derrière il y ait un débouché, que les agriculteurs puissent s'y retrouver. Donc en fait, évidemment, ça fait vraiment partie des sujets qu'on va traiter, c'est regarder jusqu'au bout de la chaîne. Est-ce que ce levier d'adaptation, il est viable sur le point de vue d'un point de vue économique, social, pour les territoires agricoles? Est-ce que le contexte politique va pouvoir l'aider ou pas? Donc ça, enfin en tout cas, ça nous semble important d'aller jusqu'au bout, parce que voilà, sinon si on s'arrête effectivement à la proposition de levier d'adaptation, on risque de pas forcément être concret et d'arriver à la mise en place vraiment des actions d'adaptation. En fait, d'un point de vue méthodologique, c'est de la méthode que ce soit la raréfaction ou la réévolution des ressources fossiles ou des choses comme ça, c'est des méthodes prospectives au même titre en fait que les scénarios climatiques. Il y a une question ensuite sur dans quel pays, région, continent êtes-vous capable de réaliser des analyses via des indicateurs agro-climatiques? Alors, on est capable de réaliser à partir du moment où on a de la donnée disponible. Donc, après, voilà, on s'adapte aux productions en fonction de notre expertise et puis de la littérature. On va aller chercher de la littérature sur les modèles dans les pays concernés par l'analyse. Mais voilà, on va être quand même dépendant de la donnée disponible. Donc, on va avoir quand même besoin de données climatiques prospectives disponibles pour pouvoir travailler de façon assez fine sur les risques. Une question suivante. Sur la base de vos retours d'expérience, quels sont d'après vous les leviers pour mobiliser l'ensemble des maillons des filières agroalimentaires sur le sujet de l'adaptation, au-delà de la production agricole, mobiliser aussi la transformation, la distribution, les consommateurs? Alors, c'est une vaste question. On a mis un peu en avant, effectivement, dans notre approche, la concertation et le fait qui nous semble être un levier pour embarquer le plus largement, effectivement, l'ensemble des organisations et des maillons des filières agroalimentaires, pour que chaque personne de chaque maillon, effectivement, et de pas cibler sur la partie production, mais soit bien consciente de l'ensemble des risques et de la nécessité de s'adapter, pour ensuite pouvoir prendre en main au sein de son maillon la mise en place des actions. Donc ça fait partie des leviers un petit peu indispensables de réussir à faire des concertations larges et de sensibiliser l'ensemble des acteurs des filières au sujet et à la compréhension des enjeux pour que les actions soient, enfin, les stratégies soient suivies des actes. Mais effectivement, après, c'est pas exhaustif dans la façon dont on va proposer des actions, mais voilà, ça en fait partie. Je ne sais pas si Bruno, tu as des éléments à ajouter. Non, je pense que c'est à peu près ça. De toute façon, dans tous les projets, surtout quand c'est sur des échelles de territoire ou que c'est des acteurs, plusieurs acteurs d'une filière, je pense qu'il y a
le succès en fait, d'une bonne adaptation, c'est aussi d'engager un maximum les gens le plus tôt possible, afin que on va dire que les choses soient transparentes au sein de tous les différents parties prenantes. Et donc voilà, je pense qu'il y a la transparence est quelque chose qui peut aider en fait et là-dedans. Ok, eh bien, on n'a plus de questions. Eh bien, je vous propose de clore ce webinaire. Merci à tous. Je laisse le Merci mot pour de la votre fin à présence. Ludivine. Oui, un petit mot pour vous remercier en effet pour toute cette semaine. Vous avez été très nombreux à suivre ce décryptage. Donc voilà, encore une fois, j'espère que ça vous aura apporté des pistes de réflexion, en tout cas bien éclairées sur ce qui nous attend à la rentrée et que vous êtes plus serein d'ailleurs pour aborder cette rentrée. Donc tous les replays seront disponibles à partir du 11 novembre. Je vous remets le lien vers notre chaîne YouTube. Voilà, comme ça vous pourrez être notifié quand ils seront mis dessus. Et ben merci Morgane, merci Bruno, et puis bon après-midi à tout le monde. Merci. Bonne journée à tous. Merci. Bonne journée.